C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Kavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Informer pour agir. Inspirer pour grandir. Rejoignez-nous sur Kavi TV. Kavi TV, la télé du développement. Bonjour. Vous êtes dans votre émission Salle de classe. A ouvert le chronomètre dès que la voiture bleue de la ville a pris départ. Nous allons rechercher le nom de la télévision à travers... À République de Guy, merci d'être des nôtres dans cette émission, le scanner. Il a favorisé ici, il faut le dire, la division de gain de cause, il faut le dire. On parle d'un de plus, pas d'un de moins. Pour d'autres négociations afin d'obtenir gain de cause. Merci de votre fidélité. On se reprend demain si tout va bien, Inch'Allah. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Heureux de vous retrouver encore nombreux au compte de cette émission. Le scanner qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h jusqu'à 10h30. Nous vous aidons à comprendre l'actualité nationale et internationale avec les débatteurs qui décryptent, analysent l'actualité pour vous sur tous nos canaux, vous le savez déjà. Vous nous écoutez à la radio, c'est sur la 89.5 à Conakry environ. Vous nous suivez du côté de l'ABEX grâce à nos partenaires de Beta FM qui relaient aussi en direct cette émission. Merci de nous suivre via notre site d'information siaminfo.com, notre application mobile disponible sur Play Store et App Store que vous pourrez télécharger à tout moment. À la télé, vous nous pratiquez via Kavi TV et sur les différentes plateformes numériques. Vous le savez déjà, Facebook, TikTok, Instagram et autres pour votre plus grand bonheur. Au menu de ce matin, les résultats du baccalauréat unique session 2026 sont enfin tombés cette année. Un peu plus de 90 000 candidats étaient en lice. Au final, près de 35 000 ont décroché leur diplôme, soit un taux de réussite d'un peu plus de 38%. Ce chiffre traduit-il une amélioration par rapport aux années précédentes? Et que nous disent réellement les statistiques? On en parle dans cette émission, le scanner. Et puis le baccalauréat de cette année est aussi marqué par un nouveau développement dans l'affaire des candidats condamnés pour fraude à Kindia. Dans un communiqué publié ce jeudi, le parquet général près la cour d'appel de Conakry a d'abord présenté ses condoléances à la famille de Mamadou Djoumaba, l'un des candidats condamnés est décédé récemment. Il annonce dans le même temps que le dossier sera réjugé en appel le lundi 27 juillet devant la cour d'appel de Conakry. Mais cette procédure peut-elle changer le cours de cette affaire? Pour en parler, nous aurons comme invité en ligne M. Aboubakar Gesto Kamara. Il est enseignant et membre du SNE. Et puis, le ministère de la Jeunesse et celui des Sports sont à nouveau scindés quelques mois seulement. Après leur fusion, le président de la République, Mamadi Doumbouya, annonce leur scission. Une décision qui interroge toute cette question. Qu'est-ce que cette nouvelle organisation peut-elle apporter ou peut-elle changer? On en parle également et nous reviendrons sur les précisions apportées par le ministère de la fonction publique concernant les fonctionnaires élus après l'annonce de leur mise à disposition. Le département a clarifié les catégories d'élus concernés. Tous les conseillers communaux sont-ils visés par cette mesure? Nos débatteurs apportent des réponses. Dans la dernière partie, nous irons au Sénégal où la journée de ce samedi 25 juillet 2026 s'annonce
particulièrement suivi sur le plan politique, alors que les démissions se poursuivent au sein du PASTEF et dans l'entourage du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. L'Assemblée générale du nouveau parti présidentiel pourrait réserver des surprises avec une participation annoncée du chef de l'État. Mais à quoi faut-il véritablement s'attendre? Nous en parlerons en fin d'émission. Voilà, entre autres sujets à débattre pour ce dernier numéro de la semaine. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le Média du Développement. Merci de nous pratiquer. C'est parti pour plus d'une heure de débat avec les débatteurs de chaque matin autour de moi. Mohamed Leba, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour au peuple de Guinée. Bonjour Yaya Diallo. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. On parle de cette actualité, c'est véritablement vers la soirée d'hier. Il faut le rappeler que les résultats du baccalauréat unique session 2026 sont tombés. Plus de 90 000 candidats, je le rappelais tantôt, ont composé cette année. Près de 35 000 ont été admis, soit un taux de réussite d'un peu plus de 38%. Un chiffre en hausse ou en baisse par rapport aux années précédentes. Mohamed Leba. C'est un chiffre en baisse, il faut le dire, parce que l'année passée, c'était... Bon, peut-être qu'on peut parler de progression, mais si vous regardez quand même, nous allons revenir sur ces statistiques-là pour permettre aux uns et aux autres de comprendre que la différence n'est pas aussi fleuve, mais une amélioration nette pourrait quand même satisfaire, disons, les acteurs du monde éducatif. Alors, selon les statistiques officielles publiées par le ministère de l'Éducation nationale, le taux de réussite nationale s'établit à précisément, Abdallah, 38,8%. Et alors, candidats inscrits 106 034, dont 94 392 garçons et 41 642 filles. Candidats ayant composé 130 110, dont 90 183 garçons et 39 927 filles. Admis 48 591, dont 34 340 garçons et 14 251 filles. Alors, ce qui quand même, il faut dire que surtout côté filles, quand même, on peut peut-être se réduire plus ou moins. Alors, écart de réussite entre, disons, les sexes, le taux de réussite est de 38,8% sur les hommes et contre 35,69% sur les filles. Alors, performance par filière, sciences mathématiques, meilleur résultat environ 51%, sciences sociales, taux intermédiaire environ 33%, sciences expérimentales, résultat plus faible environ 27,29%. Donc le fleuve coulant, c'est arrêté donc pour les sciences sociales. Mais il faut aussi comprendre, il faut aussi comprendre, parce que si vous regardez le taux, c'est-à-dire le nombre de candidats en sciences sociales, vous allez toujours trouver que c'est supérieur aux avant, pour les sessions précédentes, c'est les sciences sociales qui passaient. Oui, mais... C'est pourquoi on les appelait même un fleuve coulant. Oui, mais parce que tout le monde s'orientait vers les sciences sociales, c'est plus facile. Cette fois, il faut quand même se dire que la tendance a changé. Ouais. Et autre fait aussi, c'est que les filles prennent le pouvoir au niveau des sciences sociales. Au niveau des sciences sociales. Évidemment. Comme je crois, il y avait oui, parce que je crois la première et la troisième, ce sont quand même des filles. Et donc, pour ceux qui sont des filières franco-arabes, performance très variable avec des résultats particulièrement bas en sciences expérimentales franco-arabes. Et maintenant, pour ce qui est de la comparaison, Abdallah, sur les 3 dernières années, 2024 jusqu'à 2026. Alors, pour un petit tableau, l'année taux de réussite nationale, nombre d'admis, nombre de candidats ayant composé, nous avons fait quand même cet exercice de trouver un petit tableau, naturellement. Pour ce qui est de 2026, nous avons 38,8%, dont 48 591 admis, 130 110 pour ce qui est du nombre disons composés. 2025, nous avions 32%. C'est pourquoi j'ai dit qu'une amélioration nette pourrait quand même satisfaire les uns et les autres. 32% et en 2024, il y avait 24,64%. Alors, une hausse, il faut le dire, un peu continue, quand même significative, parce que on observe une progression constante, malgré que
je le disais, qu'on pouvait peut-être s'attendre à mieux, mais il faut quand même se dire que des statistiques que nous avons connues sous Guillaume jusque-là, il y a quand même une amélioration et que ça continue quand même à s'améliorer. À s'améliorer. Un autre point très important de ce baccalauréat unique session 2026, c'est à Diallo, c'est bien ces sessions de rattrapage. Donc, on pourrait dire que ce taux de 38% pourrait évoluer après les séances de rattrapage. Justement, en dépit de toutes les alertes allant dans ce sens-là, puisqu'il y a eu beaucoup quand même qui ont rappelé effectivement, si vous voulez, le caractère contre-productif de ce cours de rattrapage. C'est quelque chose qu'on pouvait faire. Des sessions, pas un des cours. sessions, Ouais, des voilà. sessions princidies. On pouvait le faire à travers les écoles tout simplement, sans pour autant que cela ne puisse justement coûter assez cher à l'État. Alors, c'est vrai que les sessions de rattrapage vont s'effectuer. On attend de voir effectivement la date qui sera fixée pour ces sessions de rattrapage-là. Ça se fera. Mais une précision importante, c'est que tous ceux qui seront admis dans le cadre de ces sessions de rattrapage seront automatiquement orientés vers l'Institut de formation professionnelle. Donc, mais avec un diplôme du bac, du de baccalauréat. du bac, avec Attention, la même valeur que... Avec la même valeur que le premier de la République. Justement, Ben, justement. Très heureusement ou très malheureusement. Il y a un changement, Abdallah. Non, attention. Le diplôme, son diplôme... Vous parlez de diplôme de baccalauréat et le diplôme de Jusque-là, licence. tu ne comprends pas. Je te En fait, comprends très bien. Si le diplôme était différent, on pouvait dire qu'il y avait une différence. Mais celui qui va dans une école professionnelle, c'est vrai qu'on est en train de valoriser l'enseignement professionnel. Évidemment. Technique et autres. Je suis d'accord. Mais n'oubliez pas que ce même diplôme peut accéder à d'autres universités privées. Ne l'oubliez pas. Ça, c'est l'État qui t'oriente. Ouais. Maintenant, tu peux prendre ton diplôme, tu t'inscris dans une université privée. Yeah. C'est ce que je veux. Ça, c'est de cela que je veux parler. je suis d'accord. Oui, allez-y, Yaya. Et de toute évidence aujourd'hui, ce qui est... Je sais que ça te fait rire. Jusqu'au niveau du bac, l'obtention du bac, c'est-à-dire que le diplôme qui sera sanctionné ici, on est d'accord que c'est un diplôme qui aura la même valeur académique et professionnelle que les autres, avec ceux qui seront peut-être premiers ou ceux qui sont premiers ou deuxièmes dans, si vous voulez, à l'occasion de cet examen, notamment le bac. Alors, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est que est-ce que l'État n'avait pas d'autres possibilités, ou le département de plus n'avait pas d'autres possibilités de procéder à ces différentes évaluations, autres que ces sessions de rattrapage aujourd'hui, qui nécessitent encore une fois notre budget et qui justement nécessitent, si vous voulez, une autre sorte de logistique pour pouvoir faire face à ces sessions-là. Qu'à cela ne tient, les sessions de rattrapage auront lieu. On attend de voir effectivement la date qui sera fixée à ce niveau-là. Mais autant il faut essayer de, si vous voulez, de surveiller ce qui a été fait au niveau de, puisque le département, à l'occasion d'une conférence de presse où Ansa Diawara avait rappelé effectivement qu'il y avait si vous voulez, des vérifications dans les centres où il y avait beaucoup plus de fraude, mais en réalité ça n'a pas fourni assez de choses, parce que tout simplement les résultats sont sortis et nous constatons effectivement partout là où il y a eu beaucoup de fraudes qui ont été signalées, les gens sont admis sans problème. Alors on nous annonçait il n'y a pas longtemps, il faut dire une semaine, que effectivement il y aura, si vous voulez, une vérification nette en ce qui concerne justement tous ces jeunes-là qui ont été pointés du doigt. Où en est-on alors que les résultats sont sortis? Et curieusement, dans toutes ces zones-là, les gens sont admis. Je pense qu'il faut qu'on essaie de revoir ça. Tout cela, c'est pour donner ce qu'on appelle une valeur à nos diplômes et permettre aux gens et aux autres de ne pas tricher. C'est l'objectif en quelque sorte. Je pense que on en reviendra sur le communiqué du parquet où on a indiqué clairement si nous voulons effectivement avoir une gouvernance vertueuse, si nous voulons nous débarrasser d'un certain nombre de pratiques aujourd'hui qui assaillent l'administration, c'est au niveau des salles de classe dont il faut lutter contre la tricherie. Et je pense que l'État aujourd'hui doit pouvoir justement aller beaucoup plus en profondeur et de sortir justement de ces réformes d'à peu près, de ces réformettes, et aller beaucoup plus en profondeur. Les sessions de rattrapage se font un peu partout à travers le monde, mais pas avec cette modalité-là. Les sessions de rattrapage s'effectuent à travers les différents centres qui concernent les élèves-là, et ce sont les élèves, ou si vous voulez, les écoles respectives qui organisent cela sans bruit et proclament les résultats. Je pense qu'on pouvait mieux le faire pour faire
l'économie de beaucoup de choses. L'économie de beaucoup de choses, et surtout de beaucoup de choses y arrivent, et surtout de nos finances. Hein. De petites explications pour ceux qui souhaitent en tout cas s'inscrire pour cette session ou voir si ils sont éligibles pour cette session de rattrapage. Allez sur DGECS, hein, si vous avez Internet sur vous. À droite, l'onglet à droite, vous voyez des petits traits et vous cliquez là-dessus, vous verrez candidat à rattrapage et vous vérifierez dans candidat à rattrapage si vous êtes éligible pour cette session de rattrapage. On reste dans le volet éducation et on parle de cet autre dossier qui retient l'attention, Mohamed Leba. C'est celui des candidats condamnés pour fraude à Kindia. Hier, on en parlait, on est obligé d'y revenir aujourd'hui, après cette sortie du parquet général qui se saisit du dossier, qui annonce même un procès en appel. Mais une question reste fondamentale. Après le deuil, est-ce qu'aujourd'hui, le parquet est en train de corriger ou de rectifier le tir, même si les décisions de justice ne doivent aucunement être commentées? Je précise. Non, peut-être que vous vous trompez. Le parquet ne se saisit pas du dossier. Le parquet général ne se saisit pas de l'affaire. Le parquet général est aujourd'hui, selon la communication faite, c'est le parquet d'instance, c'est-à-dire de Kindia, qui saisit, qui interjette appel. Maintenant, le procès se tient maintenant à Conakry. Le procès va se tenir à la cour d'appel, mais avec qui, c'est-à-dire, c'est véritablement complexe. Je ne dis pas c'est une première fois, mais c'est l'une des rares fois de voir le parquet jouir quand même, disons, jouer ce rôle de poursuivre à charge et à décharge. En instance, le parquet a poursuivi à charge. C'est le même parquet qui relève appel, c'est-à-dire après des complications, après tout ce que nous avons vu, et qui interjette appel pour, disons, sûrement attaquer la décision qui a été rendue. Quand même, c'est une situation très complexe. On a vu la sortie du ministre hier qui a écrit jusqu'à demander intercalaire. Oui, on comprend. Hein, c'est quand même difficile. Il faut comprendre. Très difficile. Et la situation aujourd'hui, nous allons revenir sur la genèse même de l'affaire, Abdallah, pour permettre à ceux qui ne connaissent pas de cette affaire-là d'être au même niveau d'information que nous. Alors, l'affaire de fraude au baccalauréat à Kindia a pris une tournure dramatique avec le décès, on le dit en détention parce que c'était dans la procédure du candidat Mamadou Djouma Ba, conduisant le parquet général, le parquet d'instance a interjeté appel. Alors, selon les faits de la fraude et de cette tragédie, parce que d'abord la fraude c'était le 2 juillet 2026, selon nos informations, et le parquet général même est revenu dessus, il a mis la situation dans son contexte initial, naturellement à rappeler les faits, c'est-à-dire le déroulé même des faits, de la saisie de ces fraudes pendant ce baccalauréat. C'était le 2 juillet, avec des surveillants qui découvrent que 6 candidats détenaient des feuilles manuscrites avec des corrigés cachés dans leurs vêtements ou cahiers de brouillon. Il faut le dire que la condamnation s'en est suivie le 7 juillet 2026 parce que le tribunal de première instance de Kindia les avait quand même déclarés coupables des faits à eux reprochés et finalement condamnation s'en est suivi. C'était 1 mois de prison pour chacun des candidats qui étaient mis en cause. Alors le drame avec le décès de Mamadou Djouma Ba, 17 ans, qui a été transféré, selon nos informations, à l'hôpital pour des problèmes de santé durant sa peine, où il est décédé malgré les soins, selon aussi, il faut dire, les précisions. Les précisions aussi du parquet général dans son communiqué. Maintenant, l'appel est réexamen. Parce que, vous le savez, on a interjeté appel pour réexamen. On réexamine encore le dossier. Pour réexamen, c'est-à-dire du dossier et de la décision. Voilà. Bon, c'est une manière aussi, je crois, c'est mon avis, de consoler les différentes parties. Naturellement, aujourd'hui, la famille est pleurée et surtout aussi de calmer les ardeurs. Au-delà, hier, on a reçu quand même le juriste Khalil Kamara qui rappelait que le juge, sans pour autant commenter, le juge peut prononcer la peine minimale ou non. Même en dessous. C'est-à-dire avec des situations atténuantes. Donc, ou non. Donc, pour un mineur. Est-ce que ce sont ces situations atténuantes maintenant qui s'imposent à la justice guinéenne
Puisqu'on parle de réexamen, nous allons aller un peu dans le décryptage. On décrypte ce qui a été dit. Ce communiqué du parquet général. On ne sort pas du communiqué. Estimant que le jugement mérite un réexamen, le parquet a interjeté appel conformément à l'article 578 du Code de procédure pénale. Cette fois-ci, on est avec le Code de procédure pénale qui prévoit... Bon, il faut le dire que c'est le Code de procédure pénale qui naturellement conduit au Code pénal parce que lui, il prévoit et l'autre réprime, c'est-à-dire ou sanctionne. Donc, où et quand l'affaire sera quand même réexaminée par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Conakry. La date de l'audience a été fixée le 27 juillet prochain, ce sera le lundi. Les enjeux aujourd'hui, bien au-delà d'un simple procès, Abdallah, la crédibilité quand même du système éducatif d'abord, parce que lutter contre la tricherie, le parquet général même l'a rappelé, soulève des questions aujourd'hui sur la prise en charge des détenus, notamment par rapport à la tricherie, pour garantir l'authenticité d'abord des diplômes et l'égalité des chances. Maintenant, de l'autre côté, pour ce qui est des enjeux, c'est les conditions de détention. Et hier même, on est revenu dessus parce que la Guinée, c'est vrai, on peut évoluer en matière de texte, mais les réalités, naturellement, dans le milieu carcéral, ces réalités peuvent être différentes des pays que nous observons, de qui on pouvait estimer quand même prendre des exemples. Naturellement, parce que si vous regardez la plupart des textes de loi que nous avons, la constitution même de mai 2010, pour le moment, avec cette constitution, il peut y avoir une nette différence. Mais si vous regardez des constitutions antérieures, celle-ci avec la constitution française, vous allez vous rendre compte, c'est comme si c'était du coupé-collé. Vous voyez? Et les codes, naturellement, il y a aussi de petites ressemblances. Alors, dans ce cas-là, vous pouvez vous dire que dans la réalité des faits, il y a une nette différence. En milieu carcéral aujourd'hui, vous le savez, pour ce qui est de la détention, même d'abord des adultes, il y a un véritable problème, c'est-à-dire en justice, on dit les majeurs, il y a un véritable problème. Et qu'en est-il maintenant des mineurs? Alors, surtout la plupart, 17 ans, surtout pour ce qui est du cas des fraudes au baccalauréat, parce que pour ce qui est du CIE, on n'a pas vu quand même, on n'a pas vu des jugements, même si il faut dire quand même les fraudes, c'est à tous les niveaux. C'est pour cette raison, on a 686. Pour cette raison, même cet article, on en a dit hier que ça devrait être revu par le législateur, parce qu'il est imprécis et voilà. Et il prend le sens global des examens nationaux en République de Guinée. Donc, ces conditions de détention, les conséquences judiciaires aujourd'hui, il faut le dire que ce procès en appel, la Cour devra réexaminer les preuves et les peines. Elle peut confirmer, aggraver ou réduire la sanction. Alors, on signale fort parce que ce procès, Abdallah, vise à dissuader des futures fraudes, naturellement en montrant la fermeté de la justice. Mais dans ce cas précis, pour ce réexamen-là, c'est sûr qu'on peut, on peut assister à une réduction totale ou même à une réduction de relaxant. En tout cas, bien avant le lundi 27 juillet, pour la suite de cette affaire, nous avons au bout du fil notre invité pour aborder ces deux sujets, notamment les résultats et cette affaire qui fait grand bruit. Monsieur Aboubakar Gesto Kamara, enseignant et membre du syndicat national de l'éducation. Monsieur Gesto, bonjour, bienvenue. Bonjour Monsieur Abdallah, bonjour à tes chroniqueurs, les auditeurs proches et lointains. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes enseignant, vous êtes dans les salles de classe, en même temps membre du syndicat et du bureau syndical, c'est le syndicat national de l'éducation, SNE. Vous avez suivi de très près. Commençons par ce premier pan, les résultats du baccalauréat unique session 2026 avec ce taux de 38%. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, en tant qu'enseignant, vous êtes satisfait et que vous applaudissez ce taux? Bon, voilà. Merci beaucoup. Vous savez d'abord que lorsqu'on parle des examens nationaux, c'est le couronnement d'un processus. Lorsque un bon enseignant est en classe, il donne son mieux pour mieux préparer ses candidats. Et là, c'est pour s'attendre à un bon résultat. Moi, je pense que au niveau du baccalauréat spécifiquement, il y a beaucoup de choses qui doivent être réglées en amont parce que beaucoup de personnes s'apitoient
sur le taux de réussite au baccalauréat. Moi, je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas tellement de problème. Parce que quand on parle de l'éducation, c'est juste un processus qui est là. Et parlant exclusivement de ces résultats, moi, je n'ai pas, pratiquement, personnellement d'abord, je n'ai pas quelque chose à dire ou à redire par rapport à ça. Je crois que c'est le fruit du travail qui a été abattu depuis le mois d'octobre jusqu'à maintenant. Et je crois que ceux qui ont eu la chance, ils vont se retrouver à l'université. Et ceux qui n'ont pas eu la chance vont reprendre l'année prochaine. Mais à ce niveau, j'ai fondé un grand espoir par rapport à un acquis. Et cet acquis, depuis l'ancien régime, nous étions là à taper sur tous les toits pour que la session de rattrapage soit instaurée dans le système éducatif. Donc c'est vous qui l'avez proposé? Oui, on l'a initié depuis l'ancien régime au niveau du syndicat national d'éducation. Mais parce qu'on a vu beaucoup de cas qui intervenaient et qui ne devaient pas vraiment faire échouer certains candidats. Parce qu'il y avait des candidats, par exemple, qui avaient eu des malaises en une seule journée du baccalauréat, et cette journée mettait à l'eau tous les efforts de ces candidats-là. Il y a des femmes en état de famille qui accouchaient en période même de passation des épreuves. Donc cela également mettait aussi à l'eau tous les efforts. Et ensuite, il y avait des localités aussi à haut risque où des enfants étaient victimes de noyades. Et je crois qu'à ce niveau, il y a eu des avancées parce que dans la plupart des localités à Kouroussa, à Boké et à Koba ici, je crois beaucoup de changements ont eu lieu parce que des centres ont été créés dans ces zones reculées ou des îles où vraiment les enfants ne devaient plus traverser pour aller dans d'autres centres sur la terre ferme. Donc je crois que ça déjà c'est un acquis, une avancée que nous saluons avec différence de la part de l'État guinéen. Alors, donc, restons un peu autour de cette réforme que vous appeliez des vœux. Alors, vous venez de préciser un certain nombre de choses, c'est-à-dire qu'il y a, si vous voulez, des événements qui pouvaient intervenir au cours de ces épreuves-là, qui pouvaient empêcher justement certains élèves de participer à cet examen-là. Alors, au niveau du département, on n'a fait que justement rappeler les moyens qui pouvaient permettre aux uns et aux autres de participer justement à cette rattrapage-là. Est-ce qu'à ce niveau-là, vous ne pouvez pas aller beaucoup plus en profondeur en invitant le gouvernement et le département de préciser effectivement les conditions requises pour participer à cette session de rattrapage et pour ne pas ouvrir tout cela à tout le monde, alors qu'en réalité, il y a des personnes qui sont concernées particulièrement par ces sessions de rattrapage. Oui, vous savez, lorsque l'État s'est engagé à travers l'éducation nationale de l'enseignement technique, la formation professionnelle, lorsqu'elle s'est engagée, nous avons demandé à ce qu'il y ait des clarifications de qui va accéder à ces sessions de rattrapage. Et je crois que des clarifications ont été faites là-dessus. Parce que lorsque vous êtes en sciences sociales et que vous parlez en français, et vous devez reprendre. Et dans ces conditions aussi, il faut obtenir une moyenne entre 8,50 et 9,99. Donc tous ceux qui sont dans cette fourchette-là sont des candidats potentiels à cette session de rattrapage. Donc ça, c'est un premier facteur. Deuxième facteur, en sciences sociales, par exemple, lorsque vous tombez en philosophie, vous tombez en français, vous avez droit à cette session de rattrapage. Mais vous ne pouvez pas être en sciences sociales, tomber en mathématiques pour être dans la session de rattrapage. Attention, Guesto. Là, ce n'est pas ce qui a été dit par le ministère. On a parlé de moyenne, là. Oui, c'est de ça qu'on parle. Voilà. Vous savez, d'abord, deuxièmement, il faut d'abord tenir compte du nombre de matières. Parce que vous ne pouvez pas tomber aussi dans 3 matières et prétendre aussi faire la session de rattrapage. Même si vous avez la moyenne demandée par le ministère?
Parce que le ministère parle de 9. Ça dépendra de, voilà, de 8 à 9. De la matière où vous êtes tombé. Voilà, parce que si vous êtes tombé par exemple en mathématiques et que vous êtes en sciences sociales, vous avez peu de chance. Et pourquoi? Parce que pour mathématiques, dans les conditions normales, ce n'est pas le fort de quelqu'un qui fait sciences sociales. Très bien. Parce que non, si ce n'est pas ta spécialité. Oui, c'est de ça que je parle. Oui, c'est de ça qu'il s'agit, oui. Donc, je crois que tous ceux qui sont dans cette session ont vu déjà des adresses qu'on leur envoie après la publication des résultats. Donc, chacun sait à l'instant qui est déjà dans cette session et qui n'est pas dans cette session. Alors, que va-t-il se passer au cas où si ceux qui... Vous avez pris des exemples ici très frappants, ceux qui tombaient malades pendant les épreuves, les femmes qui sont enceintes, ceux qui sont dans des zones, si vous voulez, d'inondation. Alors, si vous voulez, ces échecs sont liés à ce que nous venons de rappeler tout à l'heure là ici, et que cela n'ont pas eu la moyenne requise pour participer à cette session de rattrapage, que faut-il faire à ce niveau-là? Bon, d'abord, la première condition ou le premier critère pour être potentiel candidat, c'est d'abord la moyenne. Et s'il trouve maintenant que vous avez été victime de tel ou de tel, parce que ça arrivait un peu l'année dernière où on pouvait également trouver une mesure spéciale pour une candidate qui avait accouché la dernière journée, même dernière matière du baccalauréat. Et c'était dans le centre où même j'étais. Et là, lorsqu'on était venu après des questions autour de la femme, nous avons dit que c'était dans les 45 à 50 dernières minutes qu'elle a exprimé le malaise. C'est là où elle a été conduite dans une clinique de la place. Et on dit dans ces conditions pareilles, qu'est-ce qu'il faut? Les spécialistes, chacun a donné également sa version des faits. On dit il y a deux choses. Soit vous la faites passer à cause de la souffrance qu'elle a eue, ou vous cherchez à voir est-ce que les premières matières ou les matières précédentes avant la dernière journée, est-ce qu'elle a fourni des efforts à ce niveau-là? Donc cette option a été prise, on a évalué copie par copie. Il n'y avait pas un travail de fond qui était également réalisé là. Donc ça veut dire que le niveau n'étant pas là, alors il ne fallait pas le faire. Parce que quand on a même vu en profondeur dans les recherches, l'école où elle transfuse, une quarantaine de candidats présentés, il n'y avait que 2 admis. Donc je crois que il n'y a pas eu de faveur, mais ni aussi de tort accusé à ce niveau. Bien. Le syndicat, puisqu'on parle de cet examen ou des examens nationaux, a quand même critiqué le déroulement de ces examens nationaux dans leur globalité. Aujourd'hui, est-ce que vous partagez cet avis de Michel Pépé Balamoua, qui est quand même il est le secrétaire général du SNE? Oui, vous savez, à chaque fois qu'il y a un examen national, le syndicat national de l'éducation se retrouve en assemblée extraordinaire et ordinaire pour décrypter tout ce qui s'est passé depuis l'entrée en 7e année jusqu'au niveau du baccalauréat pour faire l'état des lieux, un rapport succinct qui va déterminer cas par cas. Et je crois que ce n'est pas notre première fois. Et cette année exclusivement, d'abord, je tiens à rappeler que nous avons toujours dit cela dans nos messages. Il n'y a jamais dans le monde un examen parfait. Parce que lorsque aujourd'hui, en 2006, on nous sort même hors de nos frontières, il y a l'Inde, le Maroc, la Tunisie, qui sont champions en matière de fraude massive. Et je vois que ce sont également des pays auxquels nous faisons souvent des références. Et donc, si également en Guinée, il y a eu des désagréments enregistrés de part et d'autre, nous attirons toujours les décideurs, les pouvoirs publics, surtout les acteurs, les responsables du système éducatif, de prendre le taureau par les cornes pour que les années qui suivent, il y ait également une amélioration. Et surtout la partie
immergé de Las Vegas, c'est bel et bien lorsque l'acquis qui a eu lieu depuis 2022 a été abandonné à mi-chemin cette année, c'est-à-dire l'internement des inspecteurs disciplinaires qui ont la notoriété de choisir les épreuves. Et cette année, excusez-moi, ils n'ont pas été internés, ils ont choisi les sujets, ils sont mis dans leur domicile. Donc nous estimons que si il y a eu des fuites par endroit, ce sont également ces défaillances-là qui ont été enregistrées. Donc moi je pense que ça a même affecté un peu le processus par endroit, parce que quand je prends l'exemple sur le BEPC, et dans la première journée, même quand il y a eu soupçon de fraude, il y a eu une deuxième enveloppe de sujets qui est intervenue rapidement dans les salles de classe pour éliminer la première enveloppe. Donc moi je pense que tout cela, ce sont des dysfonctionnements qui ont été signalés par le syndicat national d'éducation pour que l'année prochaine, qu'on puisse prendre garde et que telles choses ne se répètent plus. Bien, certaines choses, puisqu'on parle, vous évoquez le cas de fraude en République de Guinée, notamment pendant ces examens, nous avons malheureusement assisté au décès de ce jeune candidat et qui a été appréhendé, jugé condamné, et dans cette procédure, il a malheureusement perdu l'âme. On a quand même vu le syndicat à un moment alerté. Aujourd'hui, le procès en appel s'organise à Conakry lundi prochain. Est-ce que pour vous, la suite serait d'abandonner carrément les charges contre ces élèves, ou comment expliquez-vous au syndicat national de l'éducation, ou comment appréhendez-vous, analysez-vous la lutte contre la fraude sur quel aspect? Vous savez, lorsqu'il y a Abdallah une situation, surtout qui concerne un être humain, chacun va dans son commentaire. D'abord, ici, il s'agit d'un cas de mort. Mais bien avant ce cas de mort, il y a eu d'abord en 2002 le règlement intérieur qui caractérise l'organisation des examens nationaux en République guinéenne, où tous les acteurs du système éducatif étaient impliqués en 2022. Je prends le côté du département, je prends les partenaires techniques et financiers, je prends les partenaires sociaux, les syndicats, la PAE, qui étaient partie prenante à la conception de ce document qui devait encadrer l'organisation des examens nationaux. Alors, si en ce moment, la procédure judiciaire n'a pas été envisagée par les uns et les autres, cela a été acté par tous les participants, et en 2023, il y a eu des gens qui ont été arrêtés, des enseignants, des candidats qui ont été traqués à la justice. Ils sont passés devant le barreau, ils ont été jugés, ils ont été condamnés, ils ont purgé leur peine. 2024, la même chose. 2025 également. Et en 2026, la même chose a eu lieu. Il y a eu des procès à Zérekoré, il y a eu des procès à Forekaria, il y a eu des procès aussi à Kindia. Et à l'un où je vous parle, il y a même certains qui ont été relaxés du côté de Forekaria. Oui, on a suivi ce dossier. Très bien. Donc, à Forekaria, il n'y a quand même pas eu pour les candidats, il n'y a pas eu de condamnation à prison, en tout cas, il n'y a pas eu de condamnation directe. Donc, je vous rappelle qu'il y a eu 4 enseignants qui ont fait 2 semaines en prison. Oui, évidemment. Voilà. Et même le cerveau qui purge sa peine, qui a été condamné lourdement. Il n'y a pas eu de privation de liberté. De liberté pour les donc, jeunes. C'est pour dire encore une fois que lorsque tout cela est mis comme batterie de mesures pour freiner, pour endiguer, pour lutter contre la fraude pendant les examens, je crois que quand il y a un cas de mort, on doit aller avec des commentaires un peu raisonnables. Parce qu'on ne peut pas comprendre que ce jeune, d'abord je m'incline pieusement devant sa mémoire et que Dieu l'ouvre le paradis pour le bonheur éternel. Amen. Et d'abord je tiens à rappeler que c'est un malade depuis très longtemps. Il est victime d'une maladie qui est hostile à la fraîcheur. Il est venu de Pita pour Kindia parce qu'on estime que la température à Kindia
c'est un peu favorable à lui par rapport à sa préfecture d'origine. Donc, il est resté dans cette situation. Alors, est-ce que c'est le fait d'être en prison qui a provoqué cela? Mais la prison ne sera jamais dissociée dans sa mort, encore une fois. Donc, moi, je pense qu'il est avec d'autres candidats à ce niveau-là. Alors, si nous disons aujourd'hui qu'il faut également mettre fin à ces poursuites contre les candidats, moi, je pense que ça peut ouvrir une autre brèche pour d'autres potentiels fraudeurs. Et c'est un exemple que j'ai pris, par exemple. Je dis, est-ce que si un homme habillé, un militaire, tirait sur un jeune dans la rue et qu'on dise qu'à partir de l'instant, on ne veut plus de militaires en Guinée, est-ce que dans la décision prise dans la colère ne pourra pas nous rattraper demain? Donc, encore une fois, moi, je pense que la loi-là, le règlement-là, ça a été fait par les hommes. Encore une fois, nous pouvons revoir ces lois pour qu'on puisse les adapter aux réalités maintenant du moment. Et évidemment, c'est ce qui me pousse à vous poser cette question et surtout aussi faire le parallèle parce que les conditions de détention en République de Guinée, et moi je le dis toujours, et en France, ne sont pas les mêmes. Et aujourd'hui, pour ce qui est du cas des mineurs, vous ne trouvez pas qu'il est temps aujourd'hui que le législateur revoie l'article 686 du Code pénal, qui est quand même les fraudes aux examens? Voilà, à ce niveau, moi-même je me suis posé une certaine question. Je me dis, est-ce que dans les conditions liées à la loi, avec un enfant qui a 17 ans, elle devait passer à la barre devant un juge qui ouvre des procès contre des gangs et autres? Est-ce qu'il n'y a pas un truc pour les enfants spécifiquement pour que ces enfants-là puissent également être jugés? Deuxièmement, est-ce qu'il y a des locaux pour incarcérer les enfants aussi uniquement au risque de les mélanger avec ceux-là qui ont fait des braquages, des coupures de route, qui ont fait des assassinats et tant d'autres? Donc moi je pense que l'ensemble de ces éléments-là doivent être revus à la suite de la mort du jeune Mamadou Djoumaba. Bien. Ce qui est déjà compris. Dernière question, peut-être avant de vous laisser partir. Jasso, vous n'avez pas répondu à cette question. Peut-être c'était une question à double tête. Je parlais de l'article 686 du Code pénal qui réprime quand même les fraudes aux examens. Cet article n'est pas précis, ne prend pas compte directement des examens spécifiquement, parle des examens dans leur globalité. Alors que pour ce qui est du cas des examens, il y a par exemple le CE, nous savons très bien que ce sont des enfants de moins de 11 ans. Et est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas temps que le législateur revoie cet article qui, moi, personnellement, me semble imprécis? Oui, vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. Mais vous savez que c'est une disposition qui a été prise de façon globale à l'époque. Alors, à la suite de ce cas-là, de cet incident malheureux, moi je pense que les acteurs peuvent encore se retrouver pour faire un détail par rapport à l'ensemble des dispositions de la loi qui encadre les examens de Guinée. Mais moi je pense que d'abord je remercie la sagesse des parents du jeune, du défunt. Voilà, qui se sont remis à la volonté de Dieu, mais qui a fait des plaidoyers vis-à-vis de l'État pour que, éventuellement, d'autres cas puissent être vraiment traités avec beaucoup plus de prudence. Parce qu'il n'y a pas de raison aujourd'hui qu'on dise que ceux-là qui ont été à la base des fraudes, qu'ils ne soient interpellés. Parce que si cela continue, cela va affaisser drastiquement, négativement, le système éducatif. Parce que quoi qu'il advienne, et que les gens passent, mais qu'ils passent avec des diplômes qui reflètent leurs valeurs. Donc, encore une fois, il n'y a pas de péril à la demeure. Nous avons également vu les communiqués de part et d'autre. Le syndicat a fustigé, la société civile par endroit a fustigé. Il y a même des blogueurs qui sont mis dans la danse. Mais moi, je pense que pour le moment, ce n'est pas la colère qui va résoudre ce problème, parce que toute âme dans cette vie va goûter à la mort.
Rapidement, pour qu'on puisse aller... Gesso, la dernière actualité, c'est concernant ce tas interjeté par le parquet d'instance, c'est-à-dire le parquet du tribunal de première instance de Kindia, pour un réexamen du jugement rendu devant le tribunal de première instance de Kindia. Quelle lecture faites-vous? Oui, je pense que ceux qui savent un peu la procédure judiciaire, cela est de l'ordre normal des choses. Parce que en première instance, s'il n'y a pas d'accord, on peut interjeter appel. Donc je crois que la démarche, elle est quand même sanitaire et même ça peut même aller après l'appel. Donc encore une fois, pour le moment, c'est une autosaisine du procureur de Kindia, du parquet de Kindia. Parce que vous savez d'abord le climat dans lequel la situation est en train d'être vécue ne pourra pas également permettre à ces jeunes de rester encore à Kindia. Vous avez vu des marches qui sont en train de se passer par-ci par-là. Même si certains marcheurs pendant la marche font d'autres choses qui ne sont même pas liées à un deuil qui est observé. Donc moi je pense que c'est des choses qu'on doit traiter avec beaucoup plus d'humilité et d'humanisme. Sinon on risque de mettre l'avenir en péril parce que on ne pourra plus être capable de surveiller dans les salles de classe ou de réprimander des fraudeurs dans les salles de classe. Donc encore une fois, il s'agit de l'avenir du peuple de Guinée. Du peuple de Guinée, M. Aboubacar Gesto Camara, enseignant et membre du SNE, notre invité de ce matin. Merci d'être intervenu dans cette émission Le Scanner. Oui, c'est un plaisir pour moi. Merci et bon séjour. Vous répondre à partir de mon Koba Taborianata. Merci de séjourner dans la préfecture de Bofa, c'est ça. Allez, merci à vous. On parle de cet autre sujet, Diallo. Le gouvernement revoit son organisation. Le ministère de la Jeunesse et celui des Sports, fusionnés il y a quelques mois, sont à nouveau séparés. Pourquoi ce revirement? Certes, on va poser la question sans avoir de réponse. Mais quel effet peut-il avoir sur les politiques publiques en faveur de la jeunesse et du sport, Diallo? C'est une question assez pertinente puisque il n'y a pas longtemps, nous étions dans cet état de fait, vous vous rappelez effectivement. Il y a eu, si vous voulez, cette démarche qui constitue à un certain niveau de mettre ensemble ces deux secteurs très stratégiques dans un contexte où effectivement nous parlons, si vous voulez, de la mise en valeur de la jeunesse dans le cadre de ces projets Simandou, le sport qui devient quand même stratégique pour le développement de notre pays ici. Alors, vous vous rappelez, sous Keyamou Bogolahaba, c'était des départements qui étaient en nom, effectivement, et qui, à un certain niveau, avaient nécessité, dans le cadre de si vous voulez, des remaniements ministériels, de scinder le département, ce qui avait justement prévalu l'entrée dans le gouvernement de l'actuel ministre Seydou Baldé. Alors on avait scindé le département en deux, celui de la jeunesse qui était géré par Seydou lui-même et celui des sports dirigé par Keyamou Bogolahaba. Après cela, les élections, bien naturellement, on a procédé justement, si vous voulez, à la structuration désormais du département, donc mettre en nom les deux départements qui ont été scindés et finalement le département a été confié à Seydou Baldé qui devrait justement gérer désormais le ministère de Sport et de la jeunesse jusqu'ici. Alors, contre toute attente, il faut le dire comme ça, nous avons assisté à un décret présidentiel justement indiquant justement la restructuration de ces départements ministériels désormais en deux. Le ministère de la jeunesse à part et celui des sports de l'autre côté. Alors, jusque-là, selon le décret, les départements désormais vont être dirigés par l'actuel ministre des sports et de la jeunesse, Seydou Baldé, jusqu'à la nomination des prochains ministres qui devront justement diriger des prochains ou des prochains. Des prochains, désormais, ministres. Des prochains ministres. Non, d'un prochain ou des prochains. Des prochains ministres. Parce qu'on a des ministères désormais. Non, mais il y a quelqu'un qui occupe les deux. Que c'est possible qu'il quitte alors. En français facile. C'est ce que j'ai dit. En français facile. Moi aussi, je parle de l'option où il peut rester. En français facile, que c'est possible qu'on assiste à deux nominations à la fois et que Serlou
prenne sa retraite, disons, du ministère Pas des sa Sports. retraite, Du ministère des Sports. Considérons qu'il est en transition, lui, Voilà. personnellement, et qu'il y aura justement une nomination peut-être qui pourra le confirmer ou l'infirmer. Voilà. Jusque-là, il est sur une chaise éjectable. Parce que tout simplement, on considère qu'il y a une restructuration et comme tel, il faut de nouveaux ministres. C'était trop lourd pour lui. Il faisait des efforts, non, mais il faut être quand même être clair. Vous voulez dire qu'il a montré ses limites, c'est non, ça? c'était trop lourd pour lui, hein, parce qu'on voyait comme des consignes données par Selou aux entreprises qui exerçaient ces travaux, qui menaient ce projet du côté du stade 28 septembre, des consignes qui n'ont jamais été respectées. Au niveau du stade général Lansana Condé, de choses de Nongo, c'était la même chose. Il a donné un ultimatum, l'ultimatum n'a jamais été respecté. Vous savez, même dans un gouvernement, il y a quand même des ministres puissants et des ministres moins puissants et des super-ministres. Et des ministres faibles. Vous êtes en train de rejoindre Bano? Non, honnêtement. C'est un constat. C'est un constat. C'est un constat. Sinon, un ministre donnait des consignes et que ces consignes ne soient pas prises en compte, c'est quand même très grave pour la nation. Justement. Aujourd'hui, que ce soit Selou ou autre personne, le département des sports est, si on peut l'appeler ainsi, est comme bloqué. On a la Fédération guinéenne de football qui tend vers une crise. On a nos joueurs qui sont dans une crise, n'est-ce pas? Non, qui tend vers une crise. Pour le moment, on n'est pas dans le Connor, donc on peut se dire maintenant qu'on n'est pas totalement rentré dans la crise. Ouais. Je sais de quoi je parle. Ouais. Lorsqu'on se retrouvera dans tous les signes sont là. Tous les signes sont là. Mais pour l'heure, on commence à faire des doigts comme un bon musulman pour éviter qu'on retombe dans un autre Connor qui va nous coûter très très cher. Ouais. Ça, c'est le département des sports. Au niveau de la jeunesse, c'est vrai qu'il y a quand même des EPA, des directions qui se battent un peu plus. On a le FONIGE et d'autres directions qui essaient quand même de booster les jeunes. Mais après, là également, il faut revoir le taux. Est-ce qu'aujourd'hui, les objectifs assignés sont atteints? Parce que les gens, ils se penchent trop sur les ministères, Mohamed. Mais la totalité, ce sont les directions rattachées aussi au ministère. Évidemment, justement. Si les directions-là ne font pas de résultats, le ministre n'a pas de résultats. Ouais. Donc aujourd'hui, si la nécessité s'impose à ce que la jeunesse, le ministère de la Jeunesse et des Sports soit scindé, moi, en tout cas, à mon avis, comme tu l'as dit, c'était normal. Et c'est normal que le président le fasse. Mais puisque nous, on ne pouvait pas donner cette consigne, parce que le président, il a quand même... il a comment je peux dire, ce pouvoir discrétionnaire, merci de prêter le mot, ce pouvoir discrétionnaire de scinder ou de défaire, et de scinder ou de mettre les deux dans un même lot, Mohamed Leba. Je voudrais terminer pour cela. Après, Mamed. Non, je croyais même qu'il a trépigne là. Non, je vous laisse aller. Mohamed, il a le verbe facile ces 2 jours. Merci pour votre sagesse. Je veux comprendre la source de son inspiration. Dans quelques mois, merci pour votre sagesse. C'est quand même, c'est un constat quand même très légitime pour dire effectivement que le ministre Selou, à un certain niveau, avait manqué de l'étoffe pour pouvoir faire bouger un certain nombre de choses. Je pense que c'était quand même pour lui permettre d'avoir justement, ou si vous voulez, mener sa politique ou son leadership qu'on avait décidé finalement de regrouper les deux ministères, sinon c'était déjà scindé. Et je pense que c'était un défi qui lui a été lancé pour pouvoir justement voir comment est-ce qu'il faut, si vous voulez, aller avec les deux départements très stratégiques. Oui, parce que les 2 chefs de cabinet sont restés, les secrétaires généraux sont restés. Toutes les 2 équipes sont restées. Là, je t'apprends. Sont restés. C'était une observation. Voyez-vous, c'était une observation. C'est pour dire qu'on va essayer de voir s'il pourra justement mener un certain nombre de choses. Et vous savez très bien que la plupart des ministères des jeunesse au niveau de la sous-région, ce sont des ministères qui sont très exigeants parce qu'il faut produire, si vous voulez, des projets bancals pour pouvoir justement, au-delà de l'État, à travers les partenaires, avoir des fonds, mobiliser des fonds pour la jeunesse. Est-ce qu'on le fait aujourd'hui? Nous avons des directions aujourd'hui ce sont des directions, il faut dire que des directions qui sont là justement pour des directions moribondes en réalité, qui ne fournissent pas assez d'efforts et les quelques fonds qui sont obtenus, en réalité, on se pose des questions parce que ce sont des directions qui sont la plupart éclaboussées par des présumés de détournement. On se rappelle au niveau du FONIGE où les 5 milliards ont été dénoncés à un certain niveau. Oui, on a inquiété, il n'y a même pas eu de suite. Pas du tout. Et on sait pourquoi. Au niveau de l'ensemble national de volontariat jeune, là aussi, justement, là-bas également, pas de suite. Je pense que c'est là où on s'attendait le ministre Selou et on verra bien ce qui va se passer. Gouverner aussi, c'est exiger. On ne peut pas gouverner avec, si vous voulez, avec un ton qui fait, si vous voulez, la caresse. Gouverner, c'est exiger. Et je pense que c'est de là qu'il s'agit.
Et on verra bien ce qui va se passer d'ici là. Est-ce qu'il sera reconduit? Et même s'il sera reconduit, lequel de ces deux désormais départements il va diriger, avec quelle consigne présidentielle, ça fait des routes, je veux dire. Et c'est tout cela, je crois qu'il doit en tirer toutes les leçons, éventuellement comprendre que c'est ça aussi gouverner. Lorsqu'il constatera des goulots d'étranglement, il y a là celui qu'il a nommé, il peut aller vers lui ou le Premier ministre, son chef hiérarchique direct, pour justement remonter les informations. Mais on ne peut pas être ici un sous-ministre, alors qu'en réalité, vous avez un décret ministériel qui vous a nommé pour faire bouger un certain nombre de choses. Vous donnez des instructions à une entreprise, quel que soit, si vous voulez, les liens que cette entreprise ou cet entrepreneur peut avoir avec des gens forts du régime-là, mais essayez d'aller jusqu'au bout. Faites comme Charles. À un certain niveau. Mais Charles, attention, voilà. est-ce qu'on a les mêmes soutiens? Il faut s'approprier de toutes ces prérogatives. Il y a des super ministres, des puissants ministres, des ministres. Malheureusement. Il y a des super directeurs. Je ne vois pas qu'est-ce qui peut empêcher quelqu'un de jouir de toutes ces prérogatives. Bon, bah après, arrivé là-bas, lorsque tu auras ton décret, tu comprendras mieux. Oui, allez-y, Mohamed. Bon, il faut dire que cette décision quand même s'inscrit dans une dynamique plus large de réorganisation gouvernementale qu'on a déjà vue depuis, disons, la session de plusieurs ministères en 2025. Donc, on ne s'y attendait pas, il faut quand même le dire, parce qu'on pensait que c'était déjà derrière nous. Et aujourd'hui, l'affaire refait surface avec beaucoup d'enjeux. Parce que d'abord, les enjeux premiers, il faut dire d'abord que c'est une spécialisation des politiques publiques. Naturellement, cette scission permet à chaque entité de se concentrer sur, disons, son cœur de métier. Alors, le ministère de la Jeunesse pourra se focaliser sur peut-être la jeunesse, la formation professionnelle, l'insertion des jeunes, et tandis que celui des sports sera dédié à la promotion des activités. Il faut quand même le dire aujourd'hui, parce que moi, je l'ai toujours dit que cela dissuade beaucoup et le ministre qui est là. Bien, on va aller en pub derrière, Mohamed, on va poursuivre avec vous puisque nos obligations commerciales s'imposent. La pub derrière, on revient sur ce sujet et les autres au menu du jour. En République de Guinée, merci d'être des nôtres dans cette émission, le scanner. Il a favorisé ici, il faut le dire, la division de gain de cause, il faut le dire. On parle d'un de plus, pas d'un de moins. Pour d'autres négociations afin d'obtenir gain. Vacances, je pars à l'aventure. Les Petits Explorateurs, la colonie de vacances, 2e édition, ouvre ses portes aux enfants pour une expérience unique de découverte, d'apprentissage et d'émerveillement. Direction la Côte d'Ivoire et le Ghana. 2 trajets disponibles. Conakry, Accra, Abidjan, Conakry, Abidjan. Activités éducatives, découvertes culturelles, nouvelles amitiés et souvenirs inoubliables à tous vos enfants. Inscrivez-les dès maintenant au numéro 00224 613 00 39 69 ou le 00224 613 00 39 70. Les Petits Explorateurs, une colonie de vacances organisée par Mondial Express. Voyager, apprendre et grandir ensemble. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire.
Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV. Merci de nous retrouver dans la deuxième et dernière partie de cette émission. C'est parti encore pour près de 30 minutes avec les débatteurs qui vous aident à comprendre l'actualité majeure nationale et internationale. Mohamed Deba, on est donc de cette scission du ministère des Sports et de la jeunesse. Vous revenez sur les enjeux des deux ministères. Oui, évidemment, je disais que les enjeux sont énormes. Et d'abord, l'objectif de rassembler, parce qu'avant d'abord il y avait eu une scission, après on a dit de les remettre encore ensemble, c'était de voir si on pouvait naturellement, c'est-à-dire permettre à une seule personne de pouvoir quand même élargir ses visions par rapport à ces deux ministères-là. À l'époque, le ministère de la Jeunesse et le ministère, le ministère des Sports. Alors finalement, on s'est rendu compte que c'était une erreur qu'il faut corriger, et aujourd'hui je crois que c'est cette erreur-là qui a été corrigée à travers ce décret du président de la République de encore séparer ou scinder ces deux ministères. Nous avons vu ces derniers temps-là, il faut dire que le ministre parlait peu des questions de jeunesse. Oui, parce qu'il était concentré sur Il était beaucoup concentré sur la rénovation de ces différents stades-là, où il était talonné par le temps, naturellement parce qu'il y a un retour pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, et éventuellement après pour la Coupe du Monde 2030. Donc il fallait mettre quand même les bouchées doubles et se concentrer sur un seul ministère. Et cela a rappelé aujourd'hui au gouvernement et au président pour dire attention, et si on mettait une autre personne qui pourra naturellement et exclusivement vous voyez, c'est le ministre de la Jeunesse des Sports c'est le ministre de la Jeunesse va rester ministre des Sports. Mais il y aura un nouveau ministre pour la jeunesse. C'est ce que je vois. Oui. Pourquoi? Parce que si vous regardez, il a peut-être fait beaucoup plus de résultats, parce que quand même, il faut le reconnaître, il y a eu une accélération dans la rénovation des stades ces derniers temps, ces dernières semaines. Du côté du stade 28 septembre, nous avons vu déjà quand même que ça commençait à changer et que le visage redevenait un peu plus beau. Donc, de l'autre côté, au niveau du stade Nongo, il y a également aussi des avancées qu'on ne sort pas beaucoup. Donc, on pouvait se dire que la concentration du ministre était beaucoup plus sur le côté, l'aspect sport que l'aspect jeunesse. Bien. Même si de l'autre côté, on va se dire quand même que la jeunesse c'est le sport c'est la jeunesse. Il faut se dire aussi qu'il y a naturellement aujourd'hui des conséquences et également des défis parce que on est sorti de la transition. En attendant la nomination de nouveaux ministres, je mets au pluriel parce que pour le moment, Yaya l'a dit, le ministre est sur une chaise éjectable, donc je ne dis pas qu'il est sur la sellette, mais ce qui reste clair, c'est possible qu'il conserve son poste, comme encore c'est possible qu'il arrive à le perdre. Donc en attendant la nomination de nouveaux ministres ou d'un nouveau ministre, le ministre actuel continue de gérer les deux départements provisoirement, mais la mise en place de deux structures distinctes, il faut dire avec des budgets et des programmes propres, présente quand même un défi logistique et administratif pour ce qui est d'abord d'ailleurs maintenant de l'avenir de Selou Baldé. On attendra de voir dans les prochains jours. Mais tu l'as dit déjà, pour toi, il va rester dans le gouvernement. Certainement. Allez, certainement. C'est déjà compris. En attendant donc la décision du président de la République, M. Mamadi Doumbouya, on passe à cette autre actualité. Fonction publique et mandat local, le ministère
apporte de nouvelles précisions sur la situation des fonctionnaires, j'y arrive, élus, qui est réellement concerné par la mise à disposition annoncée. Tous les conseillers communaux sont-ils visés? Je commence par vous, Mohamed Leba. À travers cette décision, est-ce qu'aujourd'hui, avec cette précision, tous les élus locaux sont visés, puisqu'on parle que des maires et des vice-maires? Bon, je crois que naturellement, d'abord, presque tout le monde, il faut le dire, hein, parce qu'il y a au-delà, j'ai vu quelqu'un le rappeler il y a juste 2 ou 3 jours, les conséquences pour ceux qui vont abandonner naturellement leur poste au niveau de ces différents ministères, ces différents départements, pour venir être simple conseiller au niveau de ces différentes mairies-là. Alors, parce que on ne s'attend pas forcément à un salaire au-delà du maire, c'est-à-dire le maire, et les vice-maires et les conseillers, naturellement, c'est des primes. Et il faut se dire qu'il y avait anguille sous roche pour beaucoup qui ne connaissaient pas réellement qu'est-ce que ça veut dire. Maintenant que cela pouvait jouer naturellement, parce que leur carrière administrative pouvait prendre un sacré coup, vous démissionnez du gouvernement pour un poste naturellement où vous allez travailler comme un bénévole. Parce que oui, c'est ça. La vérité, c'est cela. Vous allez travailler comme un bénévole. Vous ne vous attendez pas à un salaire. Et ces sessions aussi, il faut dire que les primes ne sont pas aussi conséquentes et consistantes. Donc, il faut dire que cela aujourd'hui vise presque du vice-maire jusqu'au parce que là, conseil. Il faut carrément lever. On a 7 vice-maires dans certaines communes. Sauf qu'après les 7 vice-maires, les autres ne reçoivent rien. Absolument. À la fin du mois. Donc, je crois que c'est on pourrait dire qu'eux, ils pourraient être exemptés quand même de cette décision. Parce que 500 000 pour une session, si vous n'avez pas de session le mois, c'est que est-ce que 500 000 même, ça paye le loyer à Diallo? Non, absolument. À l'heure actuelle, c'est impossible. Oui, entrée couchée, vous pouvez en avoir. Non, mais entrée tombée, entrée plongée. Par endroit. Sur l'autoroute. Il y a ça, c'est sur l'autoroute. Sur l'autoroute, tu peux avoir. Après l'autoroute. Parce qu'il faut le préciser. Voilà. C'est contrairement au niveau de la route Loprinche où on est presque à Miami. Non, là-bas, c'est Miami. Voilà. Il faut, si tu veux une maison, chambre, salon, avec une petite douche, il faut préparer 1 500 000. Tout à fait. C'est les États-Unis de Guinée. Très, très malheureusement. Et c'est pourquoi il faut que l'État puisse justement intervenir à tous les niveaux. Et c'est là nous attendons. On fera le débat avec nos nouveaux élus parce qu'il faut carrément encadrer ce secteur-là. Il y a trop du laisser aller. Et à la fois aussi. Mais ils refusent quand même. La plupart fuient les micros. Tout à fait. Mais on verra très bien. Oui. Il faut les comprendre. On verra très bien. Peut-être ils vont donner raison à ceux qui pensent que la plupart de ce sont des yo-yo qui se retrouvent là. La plupart, je ne veux pas dire tout le monde. On verra très bien parce qu'on est là. C'est pour le peuple, au nom du peuple qu'ils sont au niveau de l'Assemblée nationale. On verra bien ce qui va se passer. Ils doivent nous rendre compte. Fondamentalement. Pour éviter qu'on se retrouve dans des situations compliquées. Tout à fait. En tout cas, il est important aujourd'hui pour le ministère de situer, en tout cas, les autres élus locaux, puisque si... À ce niveau, Abdallah, à ce niveau-là, je crois que dès le début, l'amalgame a été créé par le ministère lui-même. C'était là-bas le problème. Sinon, on sait très bien que le mandat des maires et des conseillers communaux sont diamétralement opposés. Il y a le maire qui a un mandat exécutif et les élus locaux ou les conseillers communaux qui ont un mandat de délibérant. Donc, c'est n'est qu'au niveau, si vous voulez, de ces sessions-là où ils peuvent bénéficier de quelque chose. Des miettes. Alors, on s'est posé comme si les gens pouvaient prendre le risque de renoncer là où ils ont régulièrement un salaire, quoi qu'il soit moins consistant. Mais là, quand même, ils reçoivent quelque chose de régulier. Alors, si on n'arrivait pas justement à préciser cela, parce que c'est en dépit quand même de toutes les interpellations, y compris des juristes qui ont dit attention, il y a un amalgame au niveau de l'interprétation de la loi. Il y a certaines dispositions qui ne concernaient pas tous les conseils communaux. Voilà, surtout. Mais les maires, parce que les maires quand même ont, si vous voulez, un salaire et quelques émoluments, des avantages aussi à la fin du mois. Donc pour les conseils communaux, voilà, donc c'est quelque chose qui ne les concernait pas. Je pense que c'est très important et ça vient à point nommé que le ministre justement
revient sur sa décision pour préciser les choses et de dire attention, la décision ne concerne que les maires et pas les conseils communaux. Ouais, ce qui est très important. Donc je crois que l'amalgame, en tout cas le doute, il n'y a plus de doute là-bas. Hein. Les conseils communaux peuvent aller vaquer à leurs occupations. S'il y a quand même des sessions, allez venir faire leur session. Faire du bénévolat. C'était quand même très chaud à un certain moment. Et je sais pourquoi ça me fait rire, parce que j'ai eu assez de questions. Beaucoup voulaient même renoncer. Oui, beaucoup voulaient quitter. Les gens avaient peur, mais bon, restez tranquille. Hein. Maintenant, si vous quittez vous pourrez siéger. Si vous quittez la fonction publique, si vous l'avez déjà fait, c'est que... Pour être un simple bénévole, à vous de voir, c'est à vos risques et périls. Allez, donc c'est compris, vous allez faire le bénévolat au niveau des mairies. Ou de la mairie, mais vous allez garder votre poste au niveau de la fonction publique. En tout cas, la loi est claire là-dessus et je crois que le ministère fera un communiqué pour situer les uns et les autres. Enfin, mettons donc le cap sur le Sénégal où la scène politique est en pleine recomposition entre les démissions enregistrées du sein du PASTEF et les attentes autour de l'Assemblée générale du nouveau parti du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. La journée de ce samedi, Yaya, pourrait marquer un véritable tournant pour le Sénégal. Mais à quoi faut-il véritablement s'attendre? La première chose, il faut s'attendre à ce qu'on puisse dévoiler désormais le nom du parti présidentiel. On va s'abstenir de dire majorité présidentielle, puisque nous avons le PASTEF quand même, au regard de la loi et au regard du nombre de députés qu'il regorge au niveau de l'Assemblée nationale, reste demeure le parti majoritaire. Alors, la coalition Diomaye président qu'il a porté au pouvoir, puisqu'il s'est tardé de dire, au-delà du PASTEF, il a été porté à la tête de l'État sénégalais à travers justement une coalition qu'on appelle Diomaye président. Heureusement pour lui, il a su quand même maintenir, si vous voulez, ses hommes à la tête de cette coalition. Et c'est à travers cette même coalition qu'il entend justement mettre en place une formation politique autour, si vous voulez, de ses ambitions et désormais de son projet, puisque c'est ce qui ressort de la communication présidentielle du côté du Sénégal. Vous vous rappelez de cette rencontre précédente entre le président et les 306 maires du Sénégal. Je crois que l'annonce officielle a été faite à l'occasion de cette rencontre jugée conviviale entre le chef de l'État et ses élus locaux-là, où il avait dit effectivement dans les prochains jours, il annoncerait la mise en place de ce parti politique dont il inviterait justement les élus locaux d'en être les membres fondateurs. Alors je pense que c'est la suite logique de cette rencontre que nous allons vivre dans les prochains jours au niveau du Sénégal. Les prochaines heures. Puisqu'on dit que c'est le 8 août prochain. Oui. C'est ce samedi? Oui, non, je parle de demain d'abord, avec l'Assemblée. Parce que le nom doit être annoncé. Donc si le nom est annoncé, je crois que tout est parti. Est-ce qu'il y aura des réunions à l'interne? Parce que au-delà du nom, il y a des choses qui doivent se dire. Justement. Et vous savez qu'au Sénégal, avec la politique, il y a toujours des discours très caustiques. Tout à fait. Des deux côtés. Tout à fait. On prend la parole, il lâche une bombe, Diomaye prend, lui lâche des citations. Oui, justement, des citations. C'est la différence. Évidemment. L'autre lâche des bombes, l'autre lâche des citations. Si tu n'es pas instruit, tant mieux pour toi. Tant pis pour toi. Tout à fait. Des citations, des insignations. Voilà. Et quelquefois même... C'est un véritable philosophe. Tout à fait. Quelquefois même des expressions prophétiques. Tout cela, je pense que nous nous acheminons vers une rupture désormais formelle entre les deux, de l'instant que Diomaye aura son parti constitué en bonne et due forme, et de l'autre côté, il y aura le PASTEF. Je crois que chacun aura justement à gérer son parti à lui, et ce sont les échanges à venir qui vont trancher et de savoir qui est qui. Et je pense que c'est un test politique majeur pour le président Diomaye Faye, en termes d'abord de mobilisation, ensuite en termes organisationnels, puisque là, tous les membres de la coalition sont invités à prendre part. Et quand on sait qu'effectivement, ces invités pareils la font allusion à la mobilisation. Donc chacun est invité à mobiliser pour pouvoir justement répondre à un défi qui a été lancé par Sonko il y a de cela quelques semaines, où il avait dit qu'il mettait Bassirou Diomaye Faye au défi s'il pouvait à lui seul mobiliser 300 Sénégalais. Vous vous rappelez de cette sortie-là? Et je pense que c'est là aussi, c'est une occasion pour lui de répondre justement à cette provocation de trop et éventuellement procéder à la structuration de ce parti-là qui se veut un parti rassembleur. Et Abdallah, c'est opportun
pour le président. Oui, justement, c'est opportun pour le président. Attention, opportun, mais qui trahit le projet. Non, mais attention, c'est très relatif. Non, c'est ça, opportun, mais qui trahit le projet. Est-ce qu'on est d'accord? Sans pour autant répondre à sa place, je suis de ceux qui pensent que la trahison à ce niveau-là est très relative. Oui, je suis d'accord, je parle du projet. Pas entre Sonko et lui, je parle du projet. Le projet, les Sénégalais se posent des questions. Qu'est-ce que ces projets dont on parle? Voilà. Est-ce que le projet avait prévu un parti politique créé par Bassirou Diomaye Faye? Le projet, ce sont des idées. Voilà, gros point d'interrogation. Le projet, ce sont des idées. La mise en œuvre ou la mise en application de ces idées-là nécessite, si vous voulez, une stratégie. Et peut-être une vision et à la limite, si vous voulez, des objectifs. Le cap, à mon avis, reste le même. Et nous nous posons tous des questions autour, si vous voulez, de la quintessence de ce projet PASTEF. Puisque de tout ce que nous avons entendu, de tous les discours, et nous sommes tous d'accord effectivement que ce sont des réformes qui sont légitimes. De tout ce que nous avons entendu de Sonko autour de ces projets PASTEF, c'était la rupture avec la monnaie coloniale, c'était si vous voulez, la révision d'un certain nombre de contrats stratégiques qui n'étaient pas en faveur du Sénégal, dit-on, et plus loin aussi, la souveraineté politique du Sénégal. Je crois que ça tournait autour de ça aujourd'hui. Ouais. La souveraineté économique, la souveraineté monétaire, mais aussi, si vous voulez, la souveraineté politique. Tout tournait autour de ça. Donc, une transformation, une rupture avec les anciennes pratiques aujourd'hui. Dans les discours, on présente naturellement Diomaye comme quelqu'un qui a trahi parce que tout simplement, en réalité, et c'est ce qu'on ne nous dit pas, parce que tout simplement, Diomaye n'a pas accepté aujourd'hui de mettre en prison tout ce qui était avec Macky. Oui. Et pour les autres, et c'est là où les autres sont en train de s'agripper pour dire attention, il a trahi parce que tout simplement, il y a eu plusieurs jeunes qui sont tombés sous les balles de l'ancien régime-là. Encore une fois, la responsabilité aussi, elle est très relative. Ouais. Et c'est en cela que nous disons, le fait d'être, si vous voulez, avec certains proches de Macky, parce que c'est là où j'ai dit c'est opportun pour la mise en place de ce parti politique-là. Aujourd'hui, Diomaye appelle à tous les Sénégalais qui se reconnaissent, si vous voulez, dans sa vision de rassembler tous les Sénégalais, de venir autour de la coalition. Il dit que la coalition, c'est pour les Sénégalais. Et nous avons vu aujourd'hui, depuis ça, des démissions en cascade de part et d'autre, certains qui caressent et d'autres qui titillent par-ci, par-là, pour justement venir, si vous voulez, dans le projet présidentiel et mettre en place, si vous voulez, cette formation politique-là. Et tenez-vous bien, beaucoup seront justement dans cette formation politique-là. Et on verra bien ce qui va se passer parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup aussi qui ont compris effectivement que Sonko et son PASTEF deviennent une menace pour leur existence. Et c'est le bon moment de s'agripper autour du président Diomaye Faye. Et celle d'ISC, encore une fois, les démissions ne sont pas finies au niveau du PASTEF. Il en est de même aussi au niveau du camp présidentiel. Il y aura d'autres aussi qui vont démissionner pour rejoindre le PASTEF. Et je crois que les échéances électorales vont essayer de départager les uns et les autres. Et on verra bien dans ce pays, puisqu'en 2027, et très prochainement, il y aura les élections communales au niveau du Sénégal. Ça va être un premier test. On verra bien ce qui va se passer au-delà des discours, qui est qui, en termes de mobilisation, et c'est au Sénégalais de trancher. De trancher. Et peut-être, Mohamed Leba, je vais m'appuyer quand même sur cette citation de Machiavel qui disait qu'en politique, la ruse est souvent plus difficile ou plus efficace. Non, la ruse est souvent plus efficace que la force. Vous savez, en politique, il n'y a pas d'amis. On le dit souvent. Il n'y a que des intérêts. Il n'y a que des intérêts et qui lient, c'est-à-dire ces hommes politiques. Et parfois, on se rend compte que c'est une vérité. Et sinon, dans un passé récent, personne ne pouvait quand même s'attendre à une rupture brutale entre Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Malheureusement, aujourd'hui, c'est arrivé. Ils n'ont même pas fait, disons, 4 ans ou 3 ans au pouvoir ensemble. Et finalement, il y a eu des déchirures, d'abord des symptômes d'une déchirure. Et finalement, la déchirure elle-même est venue mettre, disons, un terme à cette collaboration que nous avons vue, un duo qui est devenu duel, comme quelqu'un aime le dire, disons, dans ce studio. Il faut dire aujourd'hui, les enjeux s'avèrent énormes. Et pour les deux camps, naturellement pour le PASTEF et pour Diomaye qui quand même s'apprête à mettre en place sa formation politique. Abdallah, cette décision
de créer une formation politique va mettre fin, c'est-à-dire va acter une rupture définitive, en tout cas quand même sur le plan politique, avec Ousmane Sonko. Ça va peut-être... le Diomaye Moïse Sonko et le évidemment, Sonko Moïse ça Diomaye va peut-être s'effriter ou... Comment on va dire ça? S'éclater. Voilà. Ça ne s'effrite plus, ça s'éclate. Il faut dire que cette brouille engagée depuis plusieurs mois va davantage se renforcer. Et la guerre politique, l'adversité va s'installer. Et finalement, cette stratégie, c'est-à-dire pour chacun d'obtenir le fauteuil présidentiel à l'issue des élections ou de l'élection présidentielle future, et cette guerre va se lancer. Donc aujourd'hui, naturellement, on peut se dire, dès son lancé, on attend de voir réellement qui va sortir gagnant de cette bataille politique qui s'annonce. Parce qu'il y a d'abord la préparation de l'avenir, parce que le parti vise aujourd'hui à offrir une structure durable pour les élections locales d'abord à venir et la présidentielle de 2029. Ces élections locales, naturellement, c'est le premier test. L'a dit, je vais aussi revenir dessus. C'est le premier test, surtout pour Diomaye, d'être dans une élection seul, sans un accompagnement, sans peut-être une coalition comme on a vu en 2024, qui était quand même, peu importe ce qu'on peut dire aujourd'hui, il était appuyé par Ousmane Sonko. Donc la popularité de ce dernier, d'une manière ou d'une autre, ce qu'on peut reconnaître, ce qu'on ne peut pas reconnaître, cela a aidé Diomaye Faye à accéder au fauteuil présidentiel, donc à briguer la magistrature suprême en République sénégalaise. Donc, ce qu'il faut dire aujourd'hui... Ce n'était pas non plus un cadeau pour Diomaye. Parce que la plupart des analystes pensent que Diomaye a été, comment je peux dire ça, projeté, tombé comme des cheveux dans une soupe, mais tel n'a pas été le cas, puisqu'on a quand même vu des vidéos récentes quand même de Diomaye qui se battait comme un beau lion pour le PASTEF. C'est le secrétaire général du parti. Voilà, donc il faut toujours rappeler cela. Personne n'a dit le contraire. Mais ce qui reste clair... Parce qu'on le présente comme quelqu'un qui a été pistonné. Un arriviste. Ce qui reste clair, pistonné, si nous le savons bénéficié tous, de la bénédiction de Sonko. Et si seulement si Sonko était quand même, disons, avait les capacités, bon, enfin, peut-être, il pouvait candidater pour la présidentielle, on n'allait pas parler de Diomaye Faye. Attention, sur ce pas, il avait quand même résolu ce problème. Hein. Il avait, quand Macky, le rappelait même dans une émission ici, quand Macky Sall à l'époque avait demandé le report des élections, Sonko a dit non. Ouais. Là, il faut le report. Oui, il a dit non, mais il n'était pas éligible. Non, attention. On pouvait reporter les élections et pour permettre à Sonko de se présenter. C'était ça l'option. Attention, c'était ça l'option, mais il a dit que lui, il avait son option. Attention, l'histoire est tête, on ne peut quand même pas la déformer. Si il se présentait, s'il se présentait, de toutes les façons, ça allait être sous quelle bannière? PASTEF. Et qui était le président du PASTEF? C'était Sonko. Donc on n'allait pas parler de Diomaye, c'est de ça que je parle. Oui, on n'allait pas parler de Diomaye. Et si les premiers choix aussi de Sonko ont été pris en compte, on n'allait pas parler de Diomaye aujourd'hui. Donc, voilà, Sonko avait ses choix. De toutes les façons, l'histoire a voulu que Diomaye soit président du Sénégal. Ça a été fait et le destin l'a confirmé. Ce qui reste clair aujourd'hui, il y a quand même des conséquences politiques de cette décision de créer un parti politique. Alors, une recombinaison profonde parce que une nouvelle donne aujourd'hui politique. Ce lancement crée un nouveau pôle quand même de pouvoir distinct du PASTEF qui reste majoritaire à l'Assemblée nationale. Donc là, pour l'histoire, on va assister pour la première fois à un parti majoritaire, mais qui n'est pas à la tête d'un pays. Tout à fait. Évidemment. C'est pour l'histoire. Hein. Le président aujourd'hui cherche à attirer, disons, des forces issues quand même des collectivités locales et d'autres horizons politiques. Ligne idéologique modérée parce que la future formation pourrait adopter un souverainisme modéré, s'éloignant quand même de la ligne plus radicale du PASTEF. Ce qui reste clair aujourd'hui, ce samedi, est donc bien plus qu'une simple formalité, c'est l'acte fondateur même, disons, d'une nouvelle ère politique pour Diomaye Faye,
et qui mise sur son propre appareil pour asseoir durablement son pouvoir au niveau du Sénégal. Alors, moi je pense que voilà ce qui va se passer, Abdallah. C'est vrai que Diomaye ne menace pas que le PASTEF. Diomaye menace aujourd'hui plusieurs formations politiques. Parce que lui, il ne cherche pas à avoir 3 ou 4 députés. Il va avoir une majorité présidentielle. Il prépare les futures échéances. Évidemment, pour conforter sa gouvernance. Parce qu'aujourd'hui, il sait très bien que s'il ne bénéficie pas, si vous voulez, plus ou moins une entente parlementaire avec le PASTEF, il ne peut pas faire passer un certain nombre de choses. Et nous voyons Sonko venir dans ce cadre-là, puisque Sonko, dans toutes ses sorties, la plus récente d'ailleurs, il avait menacé de censurer le gouvernement. Et je pense que rien ne peut l'en empêcher d'en arriver justement à la dissolution de l'Assemblée nationale. Et quand tel est le cas, il s'agit de se préparer, et c'est ce qui fait qu'effectivement, et vous verrez très bien que de tous les actes posés par Diomaye aujourd'hui, ce sont des actes qui ne sont pas anodins, qui sont réfléchis et qui répondent justement à un besoin politique du moment. Dès après la mise en place de cette formation politique, vous verrez très bien qu'effectivement, il fera face aussi à un autre défi, si vous voulez, et on verra bien ce qui va se passer, puisque Sonko malheureusement continue de s'agiter, d'agiter le chiffre rouge, et c'est ce qu'il en a. La confrontation, si vous voulez, l'affrontement. Il faut le comprendre. Oui, on le comprend. Mais ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que Sonko a poussé Diomaye à prendre son destin en main. Oui, malheureusement. Et plus loin, effectivement, de laver l'affront. De laver l'affront politique. Et donc les élections, le scrutin de 2027 nous édifiera. Justement, ça va être un début. Qui sera l'homme fort du Sénégal pour 2029. Avant le grand rendez-vous de 2029. Avant 2029. C'est ça. Et d'ici là, beaucoup de choses peuvent se passer, Abdallah. Beaucoup de choses. Suivez mon regard. Non, beaucoup de choses peuvent se passer. La politique n'est pas de la médecine, il faut le dire. La politique ne soigne jamais. Comme l'a rappelé déjà Mohamed, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts à sauvegarder. Nous sommes aux portes ou à la fin de cette émission. Vous l'avez déjà compris, auditeurs et téléspectateurs. C'est le dernier numéro même de la semaine. Merci Mohamed Lobar. Merci Abdallah. Merci Yaya Diallo. Merci Abdallah. Merci à tous. Merci aux équipes techniques, à la régie, à la réalisation, à tous ceux qui nous ont suivis depuis le début de la semaine jusqu'à aujourd'hui. C'est le week-end qui démarre pour toute l'équipe du Scanner. D'ici là, restez en compagnie des programmes du seul et unique média de développement en République de Guinée. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Kavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Informer pour agir. Inspirer pour grandir. Rejoignez-nous sur Kavi TV.